7h-10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Je viens de me faire attaquer par un stylo à l'instant. Bonjour Pascal Pierrat. Bonjour Maude, bonjour à vos auditeurs. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes députée européenne du Rassemblement national, haut fonctionnaire, ancien juge d'instruction. Alors on va faire un point sur l'actualité européenne et je voudrais commencer avec ce pacte signé entre l'Union européenne et le Japon. Un pacte de sécurité maritime, spatiale, cybersécurité, exercice militaire conjoint. Qu'est-ce qu'il comporte exactement ce pacte ? Eh bien, c'est un pacte qui a été passé avec Joseph Borrell, le chef de la diplomatie européenne, qui, comme vous l'avez indiqué, permettra des exercices militaires conjoints avec le Japon, une coopération dans le cadre de l'industrie de la défense. Le Premier ministre japonais ayant indiqué, pour contextualiser un petit peu ce pacte, qu'il était inquiet de la montée de la puissance chinoise, et en particulier des forces qui sont désormais parfois très très visibles autour de Taïwan. Il a été d'ailleurs jusqu'à comparer ce qui pourrait se passer à Taïwan avec ce qui se passe en Ukraine actuellement. Donc il s'agit pour l'Union européenne d'exister sur le plan diplomatique et sur le plan de la défense. J'en profite d'ailleurs pour ajouter que, vous le savez, depuis 1954 et cette tentative de communauté européenne de défense, c'est le grand fantasme de l'Union européenne que d'exister en matière diplomatique et en matière de défense. Et vos auditeurs se rappellent que c'est depuis le traité de Lisbonne d'ailleurs que les pouvoirs en la matière ont été augmentés. Et je crois que Joseph Borrell poursuit sa visite en Asie par la Corée du Sud, avec laquelle il entend conclure le même genre de pacte de défense. Sur l'impact justement de l'Union européenne dans le monde de la diplomatie, enfin sur on va dire la puissance diplomatique de l'Union européenne, on a beaucoup d'invités qui se suivent chez nous et qui nous disent qu'aujourd'hui l'Union européenne a beaucoup moins d'importance, d'influence en tout cas. Est-ce que vous partagez cet avis ? Après, ça dépend des contextes, mais... Naturellement. Ce que je dirais, de façon certaine, c'est que l'Union européenne cherche à exister. D'accord. Puisque l'essentiel des protocoles qu'elle passe avec les États tiers sont des protocoles dans lesquels il y a toujours une espèce de volonté de coopération dans tout domaine, dont celui de la défense. Vous voyez. Alors, il y a aussi, à mon avis, des contingences économiques, puisqu'il s'agit de pouvoir aussi être partenaire commercial d'un certain nombre de pays. Mais c'est dans l'ADN de ce que l'Union européenne est. Ouais. Elle souhaite être un État totalement fédéral, et j'irais même d'ailleurs plus loin que fédéral. Et si vous voulez, l'attribut majeur en la matière, c'est la politique de défense, en fait. Voilà. Et la création de l'armée commune, etc. Voilà. Pascal Pierrat, est-ce que la Chine a réagi déjà après la signature de ce pacte entre l'Union européenne et le Japon ? Pas que je sache, non. Pas encore. Bon. L'autre actualité de l'Union européenne, c'est encore et toujours l'immigration. Et là, le Courrier international a publié un article intitulé « L'Union européenne en voie d'urbanisation », en référence à Viktor Orban, bien sûr. Et dans ce papier, on apprend par exemple qu'en réalité, il n'y a pas de crise migratoire, en précisant que les données de Frontex attestent d'une baisse des entrées clandestines par les voies terrestres et maritimes. Que répondez-vous à cela, Pascal Pierrat ? Déjà, je réponds par un rire, Maud. Je réponds par un rire, ce qui est presque indécent au regard de la gravité de la situation. L'article que vous citez est en fait la reprise d'un papier d'un journal italien, oui. il me semble. D'ailleurs, où le haut-commissaire aux réfugiés a une phrase absolument exceptionnelle, et il faut quand même que vos auditeurs entendent cela. Il en appelle aux États qui composent l'ONU, et il les appelle à ne pas se focaliser sur les frontières. Voilà où on en est en matière de déni sur la politique migratoire. Alors, évidemment, factuellement, ce qui est dit est parfaitement faux. Ce qui est certain, et d'ailleurs, ça ressort même des constatations d'Ursula von der Leyen, c'est que les routes migratoires changent au fur et à mesure que les contrôles sont accentués à tel ou tel point d'entrée.
Mais en réalité, personne ne peut dire que les flux migratoires baisseraient, ce qui paraît d'ailleurs contraire à toutes les prédictions en la matière. Donc ça, c'est absolument faux. Euh, Vous savez que les Pays-Bas, par exemple, les Pays-Bas s'inscrivent actuellement dans une position qui est assez dure, d'opt-out au pacte migratoire. Ouais. C'est-à-dire que les Pays-Bas veulent passer, à l'instar de ce qui avait été souhaité à un moment donné en Grande-Bretagne, un accord avec l'Ouganda pour externaliser un certain nombre de traitements de demandes d'asile. Eh bien, pour Olaf Scholz lui-même, qui n'est pas non plus un dur, si je puis dire, en matière de politique migratoire, eh bien, pour Olaf Scholz, cette démarche est une, tenez-vous bien, goutte d'eau dans l'océan. D'accord. Voilà. Donc, si vous voulez, à un moment donné, il faut tirer les conséquences du constat qu'on fait. Mmh, mmh. Voilà. Pascal Pierrat, l'urbanisation de l'Union européenne, ça passe par des exemples cités dans ce papier, comme l'accord entre l'Italie et l'Albanie sur les demandeurs d'asile, la double frontière en Allemagne, la suspension temporaire du droit d'asile en Pologne. Qu'est-ce que ça dit aussi de l'état de la politique migratoire européenne ? Mais je crois que ça dit quelque chose de la vie politique en Europe. C'est-à-dire que vous savez qu'il y a eu plusieurs consultations électorales récemment en Autriche, en Allemagne, etc. Et puis en Italie, évidemment. Et si vous voulez, les populations s'expriment à ce sujet. Et elles poussent en quelque sorte les gouvernements européens à prendre des positions. Parce qu'il s'agit là d'un enjeu de vie politique intérieure pour eux. Euh, je ne crois pas qu'il y ait pour l'instant de durcissement avéré, en tout cas dans le camp de ceux qui veulent durcir la politique migratoire. Il y a sans aucun doute les Pays-Bas et la Pologne. Oui. Pour le reste, je ne crois pas que ce soit le cas en réalité. Ce qu'appellent la plupart des pays, c'est l'accélération du pacte migratoire dont j'ai pu dire à votre antenne tout le bien que j'en pensais il y a quelque temps. Absolument. Est-ce qu'on pourrait repréciser peut-être ce que contient globalement ce pacte migratoire, Pascal Pierrat ? Alors, ce pacte migratoire, il a, pour résumer, deux grands axes. Le premier grand axe, c'est des espèces de hotspots qui seraient fixés aux frontières extérieures et qui permettraient les demandes, le traitement des demandes d'asile des gens qui arriveraient. C'est un peu ce que vient d'essayer de faire Giorgia Meloni d'ailleurs en Italie avec tout le succès qu'on sait, puisque en 48 heures son centre de rétention s'est absolument vidé des personnes qui y avaient été placées. Donc ça c'est le premier point, la création de hotspots. Et le deuxième point qui est absolument majeur, et c'est ça qui crée aussi des difficultés et des incompréhensions dans l'opinion publique européenne, c'est le fait d'infliger aux États des amendes terribles à hauteur de 20 000 euros par migrant refusé si, dans le cadre de la relocalisation des gens qui ont l'asile, l'État n'accepte pas eh bien, cette installation. Et c'est d'ailleurs la position de Viktor Orban et de la Hongrie, de ne pas accepter d'éventuelles relocalisations. Pascal Pierrat. Donc ça, ce sont les deux grands axes du pacte, en fait. D'accord. Pascal Pierrat, il y a une autre actualité qui touche, pour l'instant indirectement, mais peut-être directement finalement, ce sont l'Europe, pardon, j'avais pas terminé ma phrase, ce sont les élections américaines. Les résultats sont imminents, même si ça s'étalera sur plusieurs jours. En tout cas, les premiers résultats tomberont dans la nuit de mardi à mercredi. Vous suivez, j'imagine, cette campagne électorale. D'abord, j'aimerais bien avoir votre regard sur cette campagne en général, et ensuite je vous demanderai bien sûr l'impact qu'auront ces résultats sur les liens, par exemple, entre les États-Unis et l'Union européenne. Alors, vous savez, moi, je suis tout à fait frappée parce qu'à chaque campagne présidentielle américaine, les médias, il y a une ambiance qui fait de chaque auditeur, de chaque lecteur de la presse, etc., une espèce d'électeur potentiel pour les élections américaines. Voilà. Alors, voyez, il faudrait se prononcer pour Trump, pour Kamala Harris, etc. Bon, d'abord, on n'a pas à le faire, on n'est pas des citoyens américains. Et puis surtout, je crois qu'il faudrait comprendre quand même que chez les peuples, il y a quand même des usages, il y a des impensés. Le peuple américain est traversé par une série de choses qu'on ne pressent peut-être pas lorsqu'on est un Européen. Donc, toute analyse de ce point de vue-là, moi, me paraît vaine, en fait. Voilà. D'accord, très bien, c'est une bonne réponse. Pascal Pierrat, sur justement les résultats, qu'est-ce que, dans l'intérêt de l'Europe, de l'Union européenne et de la France, que faut-il espérer de cette élection ? Alors,
moi, je vais vous dire ce que moi j'espère, parce que je sens le danger poindre. Je crois qu'il faut absolument s'inscrire dans des processus de désescalade, en fait. Mm. Il faudra toujours privilégier, d'une manière générale, les interlocuteurs qui chercheront la paix. Mm. Donc, donc Donald Trump, a priori. Ah, chacun se Vous ne le fera son direz pas. idée sur celui qui présente la paix comme un impératif. En tout cas, on sait que Donald Trump essaie de se positionner en homme de paix, justement. Il a tenté de le faire, en tout cas, pendant toute sa campagne. C'est vrai. Donc, on verra, de fait... On doit bien lui reconnaître, en tout cas, que sur son premier mandat, il n'y a pas eu de guerre. C'est vrai. Déclenchée par les États-Unis. Oui, voilà. c'est vrai. Et c'est factuel. André Berkoff le rappelait à notre antenne ce matin. Écoutez, merci beaucoup Pascale Pierrat pour cet entretien. On vous retrouvera peut-être la semaine prochaine à la même heure. En tout cas, on vous remercie d'avoir répondu présente à cette invitation. À très bientôt sur notre antenne. Merci, très bonne journée à vous. Au revoir.